Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet complexe, le conflit au Moyen-Orient. Mais on va essayer de faire quelque chose d'un peu différent. Au lieu de juste survoler l'actualité, on va vraiment plonger dans la mécanique du conflit pour voir si peut-être il n'y aurait pas d'autre chemin vers la paix. On va partir de cette question. Et si tout ne se jouait pas sur le terrain militaire? Cette simple question, en fait, elle nous force à regarder les choses sous un angle complètement nouveau, bien au-delà des stratégies habituelles. Bon alors, entrons dans le vif du sujet. Pour essayer de comprendre ce qui se passe de manière objective sans prendre parti, on va utiliser un outil d'analyse qui s'appelle Pestel. C'est un cadre qui va nous permettre de décortiquer point par point les tensions entre l'Iran, les États-Unis et Israël. Alors, Pestel, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est une sorte de grille de lecture pour analyser une situation complexe. Chaque lettre correspond à un angle d'analyse. Voyez ça un peu comme une carte qui nous aide à naviguer et à voir toutes les forces qui sont en jeu. Ok, on commence avec le P pour politique. C'est vraiment le cœur du réacteur. Au fond, tout ça, c'est une lutte de pouvoir. D'un côté, on a l'Iran qui cherche à s'imposer comme la grande puissance de la région. De l'autre, les États-Unis et Israël qui appliquent une stratégie d'endiguement, de containment. Et puis, pour tous les acteurs, il ne faut pas l'oublier, un conflit à l'extérieur, c'est souvent un moyen très efficace de resserrer les rangs à l'intérieur et d'assurer la survie du régime. Ensuite, le E pour économique. Là, l'enjeu est double. D'abord, il y a le contrôle des ressources. Évidemment, le pétrole, le gaz, les routes maritimes qui sont stratégiques. Et puis, il y a l'économie utilisée comme une véritable arme de guerre. On pense bien sûr aux sanctions internationales massives qui visent à affaiblir l'adversaire de l'intérieur, à saper sa capacité de production. On passe maintenant au S, le facteur sociologique. Et là, on touche à quelque chose de beaucoup plus profond, les identités, les idéologies. Il ne s'agit pas seulement d'une guerre pour des territoires, c'est un véritable choc de modèles. Et cette citation le dit très bien. Ce sentiment d'humiliation historique, qu'il soit réel ou perçu, c'est un moteur de mobilisation incroyablement puissant pour les peuples. Le T pour technologique. Alors là, on change complètement d'époque. La technologie a totalement rebattu les cartes. On ne parle plus seulement de chars et de soldats, on parle de drones, de systèmes de missiles ultra sophistiqués, d'intelligence artificielle qui aide au ciblage, de cyberguerre. Et surtout, ces fameux essaims de drones qui peuvent saturer les défenses et qui changent radicalement l'échelle du conflit. Voici un autre E, celui pour environnemental. C'est un facteur qu'on a tendance à oublier et pourtant il est crucial. Dans une région du monde qui souffre d'un stress hydrique énorme, l'accès à l'eau, l'accès aux ressources naturelles, eh bien ça devient une source de tension majeure, une tension de fond qui peut redessiner la géographie même des conflits. Et on termine notre analyse Pestel avec le L pour législatif. Le droit international n'est pas absent, loin de là, mais il est souvent, disons, instrumentalisé. Chaque camp va piocher dans les textes, comme le célèbre article 51 de la Charte de l'ONU sur la légitime défense, pour habiller ses actions militaires d'une justification légale, y compris quand il s'agit d'attaques dites préventives. Voilà, on vient de décortiquer la mécanique du conflit. C'est éclairant, mais ça nous enferme aussi dans une logique d'affrontement sans fin. La question c'est, est-ce qu'on peut sortir de ça? Et si on essayait de changer complètement notre façon de voir le problème pour enfin briser ce cycle? Il y a cette phrase attribuée à Einstein qui résume parfaitement l'idée. Pour trouver une vraie solution, une solution durable, ça ne suffit pas de changer de tactique ou de stratégie. Il faut changer de niveau de pensée, changer de niveau de conscience. C'est ça l'idée centrale qui va nous guider pour la suite. Alors, concrètement, on fait comment? Eh bien, les analyses qu'on a étudiées ne se contentent pas de poser le problème. Elles proposent 5 pistes, 5 chemins très concrets qui s'inspirent d'une forme de sagesse pour tenter de sortir de cette impasse. Allons voir ça de plus près. Alors, voici ces 5 voies. Ça va de la métanoïa du dirigeant, c'est-à-dire une vraie transformation intérieure, à la reconnaissance d'une humanité commune qui dépasse les nationalismes, ou encore à la création d'espaces de dialogue sacré. Ce sont des pistes qui invitent à un changement en profondeur. Et pour bien comprendre, arrêtons-nous un instant sur la troisième. Cette troisième voie, elle est parfaitement résumée par cette phrase de Tiana Consulting. La surveillance est l'aveu d'une peur, tandis que la transparence est la preuve d'une force. L'idée, c'est de remplacer la méfiance, les contrôles, la surveillance, par une communication authentique, un feedback de vérité. C'est un pari, celui de bâtir une paix qui ne repose pas sur la domination, mais sur une véritable force intérieure et une confiance mutuelle. En fait, si on y regarde bien, ces 5 chemins, aussi différents soient-ils en apparence, ils convergent tous vers une seule et même idée, un principe fondamental qui pourrait bien mettre la clé de tout. Et ce principe, le voici,
Le fond de l'être est relation et interdépendance. Ça veut dire que derrière toutes nos divisions, nos nationalités, nos religions, nous sommes fondamentalement liés. La vraie paix, alors, ce n'est pas la victoire d'un camp sur l'autre. C'est de redécouvrir cette unité de conscience, cette interdépendance qui nous relie tous, qu'on le veuille ou non. Et c'est sur cette question, finalement très personnelle, que l'on va se quitter. Parce que ce principe d'unité, d'interdépendance, il ne s'applique pas qu'aux relations entre les États. Il s'applique à nous tous. Alors, comment est-ce qu'on peut, chacun à notre niveau, l'incarner au quotidien pour construire des ponts plutôt que des murs? La réflexion est lancée. Merci beaucoup.